Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Mathieu Millet, PDG de l'entreprise Green & Biz, spécialisée dans le reconditionnement de smartphones et autres tablettes. Bonjour Mathieu Millet. Bonjour. Alors, donc concrètement, vous achetez des vieux smartphones, vous les reconditionnez et vous les vendez à moins 30%. C'est ça? Comment vous faites? Tout à fait ça. Le principe, c'est d'acheter des matières, donc des smartphones, en mauvais état cosmétique. Oui. On a une analyse très pointue de la carte mère pour assurer à nos consommateurs et à nos clients un produit de bonne qualité en sortie. Puis ensuite, on refait le recyclage de ce qu'on appelle le recyclage du visible et de l'expérience du consommateur pour que tout fonctionne bien. Mais à qui vous achetez ces smartphones? Alors, on les reprend aux opérateurs, à des assurances quand il y a eu un sinistre. On les reprend sur des reprises de parc entreprise en fin de cycle et autres. Alors, vous êtes créé en 2011. Jusque-là, où allaient ces smartphones? En Chine? Alors, nous, on s'est créé en 2011. On a créé Remade in France en 2013. Et avant qu'on crée notre histoire, en effet, ces smartphones étaient repris et pour la plupart étaient recyclés hors Europe, partaient en Chine et étaient recyclés d'une manière complètement différente. Et on a souhaité, l'idée, ça a été de se dire, alors que le consommateur peut acheter un produit sur Internet avec un esthétique déclaré par le vendeur comme presque parfait, produit comme neuf, très peu servi. En fait, le consommateur il était perdu dans toutes ces offres. Et nous, on s'est dit tout simplement, il faut construire une offre claire, compatible avec le marché de la distribution, où on met un produit dans une boîte et le consommateur n'a pas de surprise. Alors, ces smartphones partaient à l'étranger. Oui, Là, ils restent. oui, Il y a donc des emplois, tout à fait, des techniciens, des ingénieurs tout à fait. et une valeur ajoutée qui reste en France. Alors le maître mot, en effet, c'est la valeur ajoutée. Quand on crée une industrie comme la nôtre, on doit maîtriser l'intégralité des compétences. Donc on a d'abord commencé par recruter des ingénieurs. Ensuite, on a dû former tous nos techniciens. Et ensuite, on a ciblé des parties de processus pour les rendre plus accessibles à la formation. Et maintenant, on est en effet dans des recrutements un peu plus importants et on crée beaucoup d'emplois, en effet. Alors, ça paraît simple de reconditionner un smartphone. En fait, ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y a des secrets technologiques que vous gardez? Forcément, donc il y a beaucoup de secrets. Nos ingénieurs travaillent énormément, c'est une grosse partie du budget de la société. Et on ne montre pas tout, c'est vrai. Hein. Donc pour recycler un smartphone, il faut être à la fois un ingénieur électronique, mais il faut être à la fois un ingénieur en métallurgie, parce qu'il faut savoir refaire des cosmétiques en métal, mais il faut savoir aussi poncer, illustrer du verre, il faut savoir polir et revernir du vernis. Et c'est tout un tas de métiers complexes qu'il faut assembler les uns et les autres et qu'il faut envoyer dans un cycle de fonctionnement pour que le produit traverse toute l'usine et sorte à l'état parfait, quoi. Alors, créé, je l'ai dit, en 2011. Aujourd'hui, il y a à peu près 430 personnes. Aujourd'hui, Et, alors, chiffre d'affaires, 100 millions d'euros. C'est pas n'importe quoi, quand même. c'est pas n'importe quoi. Comment vous avez fait? Alors tout d'abord, pas tout à fait 100, c'était 98,2, Oui. un peu déçu. Mais comment on a fait? Tout simplement, on a beaucoup travaillé. Je veux dire, l'histoire de notre entreprise, c'est les équipes. C'est des gens qui ont beaucoup de talent, des gens qui s'investissent, qui y croient. Et ça compte énormément. Aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose tout seul. Et si on ne sait pas donner envie aux personnes de nous suivre et à ces mêmes personnes de se dépasser elles-mêmes, on construit difficilement les choses. Donc aujourd'hui, je suis fier parce que cette équipe, elle avance bien, elle progresse tout le temps. On a vraiment des courbes de croissance et des courbes d'excellence qui évoluent, mais de manière Vous considérable. attendiez à ce succès, quand même? Comment? C'était vos objectifs d'arriver à 100 millions, quoi, 4-5 ans après? Alors, on doit arriver bien plus haut. Oui, mais Après le début de Remade in France, c'était, quand je le dis, 2013. Entre 2011 et 2013, c'était vraiment... on faisait du recyclage toujours, mais on ne s'était pas focus sur une activité. Donc c'est vraiment le choix du focus, c'était en 2013. Et nos objectifs sont atteints. On sait qu'on peut aller, qu'il y a un modèle économique qui n'a pas été jusqu'au bout encore et aujourd'hui il y a encore plein de choses à faire. Donc, alors, faut expliquer peut-être ce que c'est que Remade in France, Ok. Remade Made in France, etc. Et l'autre marque, c'est SLP. Tout Donc, à fait. Remade in France, ce serait le premium, donc les super smartphones. Exactement. Et SLP, plutôt les moyens de gamme. Alors plutôt juste la gamme en dessous, mais très simplement, on est une industrie ISO 9001 avec des critères qualité en sortie de chaîne qui sont très draconiens. Et j'arrive même pas à voir moi-même des fois les défauts sur des produits qui sont juste la gamme du dessous. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
pour la moindre chose, on déclasse le produit. Ça, c'est le produit Remade in France. Donc, on est vraiment sur un produit qui doit avoir un état parfait. Si le consommateur n'est pas satisfait, il demande un échange de la marchandise. Il a tous les délais de rétractation qui sont respectés. Et puis, le produit SLP, c'est un produit qu'on vend en effet un tout petit peu moins cher, pas beaucoup moins cher, hein, parce qu'il y a une légère décote, parce que le produit, personnellement, il ne faudrait pas que je classe moi les produits, je n'arriverai pas à le déterminer. Mais c'est un tout petit chouïa. Il y a une petite trace qui a été détectée par nos collaborateurs. Vos marchés? Nos marchés, essentiellement, nous, on a un produit de grande distribution. On est un peu trop concurrencé sur le web parce que sur Internet, il y a beaucoup de vendeurs qui vendent les produits de l'étranger. Et là, la compétition elle est un peu différente, on va dire. Et notre marché, c'est vraiment d'être en magasin et de satisfaire le consommateur de proximité. Et aujourd'hui, voilà, on a bien implanté la France, on a démarré en Espagne, Portugal. Et là, on va démarrer sur les pays nordiques. On va aussi étendre la Belgique. Et on a une vraie velléité à envahir l'Europe, tout simplement. Être présent en Europe et en dehors de l'Europe? En dehors de l'Europe, on vient d'ouvrir notre Remade US. L'objectif, c'est de commencer déjà à faire tous les travaux qu'on a dû faire en France, hein, c'est-à-dire il faut tout certifier. Donc ça veut dire qu'il faut faire certifier les batteries pour qu'elles soient commercialisables en Europe. Donc là, on fait le même travail pour qu'elles soient commercialisables aux US. Après, on fait valider tous nos packaging par des cabinets d'avocats. C'est tout ce travail à faire, à refaire, qui est un peu différent d'un continent à l'autre. Alors quand on dit que vous êtes présent dans un certain nombre de pays d'Europe et vous allez être présent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chaînes de fabrication? Alors pas tout le temps. Non, aujourd'hui, on a tout en France. L'idée, c'est de ne pas séparer l'ingénierie de la production parce que déjà, on est trop jeune. Voilà, il faut se dire que transmettre un savoir et des compétences, il faut d'abord les avoir travaillées, avoir figé des processus et autres. Et puis en plus, il y a notre histoire qui est comme ça. Moi, j'aime bien me dire qu'on a réindustrialisé des choses en France. C'est un plaisir pour moi. Donc aujourd'hui, non, on va plutôt avoir des plateformes d'achat, des plateformes de test. Et on va envoyer dans notre industrie experte les produits qui nécessitent un recyclage. Et on a vraiment... en plus construit une chaîne de déconstruction et de reconstruction de mobiles qui est assez complexe à mettre en œuvre. Dans 2 usines en France? Alors, dans 2 usines en France, surtout dans une. Après, on a une autre usine qui est une usine de, je mets des guillemets, mais de sécurité. On ne sait jamais, on se protège en cas d'incendie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut qu'on puisse toujours produire. Et donc, on a mis en place un plan de sécurité, tout simplement. Hein. Donc, il nous faut toujours des salles blanches qui puissent tourner aussi. Hein. Je veux dire, on a Vous n'avez pas froid aux yeux d'aller directement aux États-Unis, vous confronter à des concurrents qui doivent être un peu importants quand même, non? Alors, c'est-à-dire que le marché tel qu'on le fait n'est pas fait, en fait. Donc, il n'existe pas, vous voulez dire, encore aux États-Unis? Il n'existe pas de cette manière. Et en fait, il y a beaucoup de ventes d'occasion où le consommateur, il n'a pas la garantie, il n'a pas l'assurance que le chargeur est de bonne qualité, il n'y a pas de standard, en fait. Ah, donc nous, on crée ce standard et ce n'est pas une question d'avoir froid aux yeux ou pas, c'est se dire le marché, il est là, j'y vais ou j'y vais pas. Et après, quand on prend de toute façon l'avion pour aller voir des fournisseurs ou pour aller voir des clients et autres, on se rend compte que de toute façon on met qu'une journée pour y aller et c'est pas si grand non plus. Et il faut pas avoir peur d'une journée de vol ou voilà, j'ai pas vraiment la notion de la distance, je trouve qu'elle n'existe pas. Et un continent comme l'Afrique, est-ce que ça vous intéresse, sachant qu'il doit y avoir quelques smartphones aussi à recycler, non? Oui, c'est un pays un peu plus compliqué pour nous. Continent? Ouais, un continent un peu plus compliqué pour nous, pardon. Pourquoi? Parce que le continent est assez alimenté par l'Asie, que les produits qui viennent sont des produits qui sont recyclés et parfois un peu en contrefaçon. Et c'est compliqué de concurrencer ces prix. En fait, quand il y a un prix de marché qui est déjà instauré, par exemple, j'avais été faire mon analyse au départ, j'étais à Casablanca, j'ai été regarder un peu le marché des Bardef là-bas pour voir un peu comment se passait la vente sur place. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas venir pour l'instant pour autant. Depuis quelques émissions qu'on fait, je reçois beaucoup de personnes, par exemple du Maroc, là, qui viennent vers moi, qui me disent j'ai envie de faire avec vous. Donc là, j'ai pas eu le temps de revenir vers elles, mais on voit que les personnes prennent conscience que le consommateur veut de la qualité. Voilà, vous avez un package qui est quand même intéressant. Voilà. Et en fait, il faut le temps que les consommateurs se rendent compte que de la manière dont ils achètent, c'est pas la bonne. Et comment ils se rendent compte, c'est en étant déçus, tout simplement. Ça fait partie du jeu. Et donc, ils se retournent vers les acteurs compétents. Est-ce que quand on envisage ce déploiement en Europe, aux États-Unis, peut-être, on vous le souhaite, sur le continent africain, on a besoin d'argent et de lever des fonds? Ou est-ce que, avec les 100 millions de chiffre d'affaires, vous êtes tranquille là-dessus? C'est un métier où il y a besoin d'argent.
parce que on achète la marchandise cash, c'est Ouais. très rare, on peut la payer à 30 jours. On est dans la téléphonie, donc il faut d'abord sortir l'argent. Après, il y a un cycle de traversée dans l'usine, parce qu'un produit, ça ne se recycle pas en un jour. Hein. Mhm. Il y a tout un cycle de traversée. Et donc oui, il y a besoin de fonds, et donc il faut faire attention. Donc on monte pourtant à un bon rythme, mais on surveille le rythme de croissance. Vous voulez Enfin, rester totalement majoritaire? c'est Vous voulez contrôler toujours, mais il y a des fonds qui peuvent être intéressés. Il y a des fonds, on a déjà rentré quand même des partenaires, donc des associés. Donc on a eu une première levée de fonds avec Audacia, puis on a rentré Idinvest, avec le fonds Novi 2, on a rentré Alter Equity, on a Tempo Capo Capital. Et en fait, ce sont des associés avec qui je partage, avec qui on échange, avec qui on parle de la vie de la société, mais aussi de la stratégie. Et puis on regarde le besoin en financement, on regarde si on doit faire des choses ensemble, est-ce qu'il faut remettre ou est-ce qu'il faut aller chercher d'autres partenaires. Donc c'est tout ça toujours. Vous avez envie de vendre, vous? Ou c'est Pas trop du tout. tôt? Je suis pas du tout vendeur. Ouais. Aujourd'hui, je m'amuse. C'est un marché qui est sympa. Je me lève le matin, j'ai envie de travailler. Et ça, c'est passionnant pour un dirigeant. Et puis voilà, je sais que l'histoire, il y a plein de choses à faire. Donc quand je me vois pas vendre avant d'avoir été plus loin dans mon histoire, quoi. Bon, en tout cas, il y a du chemin et on surveillera ce chemin avec vous. Pour l'heure, Mathieu Millet, l'émission est terminée. Merci d'y avoir participé. Mais comme d'habitude, si vous voulez la retrouver sur france24.com, n'hésitez pas. Pour l'heure, l'information continue sur France 24. Au revoir. Ouais, voilà. J'y vais. 1. Merci Mathieu Millet pour toutes ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.